Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. C'est cette nouvelle patiente qui a rendez-vous pour un vaccin et qui vous annonce qu'elle a accouché de son bébé mort-né quelques semaines avant. C'est cette femme qui vient en consultation parce que son congé maternité, consécutif à une IMG, touche à sa fin et qu'elle ne se sent pas capable de reprendre le travail. C'est ce père, touché par le deuil périnatal, qui n'a personne à qui parler. Toutes ces situations, les médecins généralistes peuvent y être confrontés. Anaïs Cronier est justement médecin généraliste et elle propose également des suivis de gynécologie. Dans ce 6e épisode du podcast du CHEM Santé, elle revient sur sa pratique de soignante confrontée au deuil périnatal. Apprendre qu'une patiente vit un deuil périnatal, peu importe les circonstances médicales dans lesquelles ce deuil intervient, peut être une nouvelle déstabilisante pour les médecins. Vous, Anaïs Cronier, comment réagissez-vous quand une patiente vous annonce qu'elle vit ce deuil, qu'elle vous dit « je ne suis plus enceinte, ma grossesse s'est arrêtée » ou « mon bébé est décédé ». Je pense, en réfléchissant, que je leur demande comment ça va et si elles souhaitent en parler. Parce qu'il y a des patients qui vont de suite vouloir en parler et il y en a d'autres pas du tout. Au contraire, c'est juste, voilà, elles me signalent, notamment parmi les antécédents, et c'est qu'un antécédent comme les autres, etc. Soit c'est parce qu'elles sont pas prêtes et qu'elles en parleront plus tard, et c'est elles, en fait, qui vont me guider, savoir si elles veulent en parler ou pas. Il y a pas de notion de temporalité. Il y en a qui sont prêtes à en parler dès le début, dès les premières semaines, dès les premiers jours après, et il y en a qui vont jamais en parler, mais il y en a qui vont en parler 20 ans plus tard. D'ailleurs, en tant que médecin généraliste, Anaïs Cronier, vous faites également du suivi gynécologique et vous êtes particulièrement exposée aux arrêts naturels de grossesse, appelés aussi fausses couches, de vos patientes. C'est cette situation qui est au cœur du témoignage de Mathilde, qui vit une 3e fausse couche consécutive. Elle apprend la nouvelle au moment d'une échographie et son réflexe est d'appeler sa médecin traitante. Parce que ce diagnostic, elle l'a reçu de manière très violente auprès d'un soignant qu'elle ne connaît pas et elle a besoin justement d'en reparler avec une professionnelle qui connaît son vécu et qui ne le minimisera pas. Je vous laisse écouter son témoignage. Ma médecin généraliste a été la première personne que j'ai appelée une fois que j'ai appris que ma grossesse était terminée. Et ma médecin traitant, du coup, m'a dit de passer le lendemain à 10h. Elle m'a fait venir plus tôt que ce qu'elle commençait pour pouvoir me voir. Quand je suis arrivée dans le cabinet, du coup, j'étais la seule, il n'y avait personne. Elle m'a ouvert directement, personne dans la salle d'attente, donc elle m'a accueillie en fait dehors. Et elle m'a fait rentrer et j'ai senti dans ses gestes, dans la manière dont elle me regardait, qu'elle avait envie de me prendre dans ses bras, de me consoler en fait. Elle ne l'a pas fait. Je pense qu'elle n'a pas osé parce que ça se faisait peut-être pas trop. Mais elle m'a pris la main très chaleureusement, elle m'a touché l'épaule. J'étais très émue de ce contact-là. Enfin, ça m'a fait du bien en fait, ça m'a fait sentir légitime dans ce que je pouvais ressentir. Ça m'a fait... Enfin voilà, j'étais pas toute seule à vivre ça et j'ai senti qu'elle était présente et qu'elle pouvait m'aider. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Alors après, elle m'a aidée à sa mesure. Elle m'a mis en arrêt pendant une semaine. Voilà, elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre. Elle était vraiment là pour ça. Et du coup, après, elle m'a dit aussi de venir la revoir une fois que ça sera terminé, le curetage, l'aspiration, etc. Elle prenait soin de moi. Et ça m'a fait du bien. Beaucoup. Dans ce témoignage, Anaïs Cronier, on perçoit l'importance des petits gestes. L'écoute, l'empathie, c'est tout ce dont a besoin Mathilde à ce moment-là. Elle dit aussi qu'elle a eu l'impression que sa médecin allait la prendre dans les bras comme pour la consoler. Mais en tout cas, ce geste de la poignée de main un peu appuyée, ça prend une dimension importante pour Mathilde qui traverse cette épreuve. Elle se sent accompagnée, écoutée. Oui, oui, bien sûr, l'écoute et l'empathie, c'est la majorité de notre travail. Je veux dire, c'est, combien de patients ressortent du cabinet en disant: «Bah, ça va déjà mieux, je vous ai vu, ça va déjà mieux». Alors, de toute façon, dans ces situations-là, médicalement parlant, on sert pas à grand chose.
de toute façon. Par contre, là où on peut aider, c'est effectivement quand on retrouve notre côté humain. Donc c'est parfois difficile. Il y a certaines situations qui, pour des raisons personnelles, peuvent nous toucher plus particulièrement que d'autres. Il y a, même si on essaie de soigner tout le monde de la même façon, évidemment, il y a des patients pour qui on a plus d'affinité que d'autres. Ça reste notre côté humain, on va dire. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle dit: «J'ai l'impression que mon médecin voulait me prendre dans les bras». Oui, ça a pu m'arriver de penser ça aussi, où là, j'aurais envie de les prendre dans mes bras, mais notre position fait qu'il faut quand même qu'on garde les distances, à la fois pour notre fonction, mais aussi pour nous protéger nous, finalement, quelque part. Parce que si on est trop perméable à toutes nos émotions, ça peut vite nous impacter et faire, qu'1, on n'est plus un bon médecin et de 2, qu'on ne pourra pas durer, émotionnellement dans notre métier. D'autant que les médecins généralistes, ce sont aussi des soignants de proximité. Les patients, les patientes viennent peut-être plus facilement vous voir. Alors, c'est un avantage qu'on a, je pense, par rapport aux gynécologues d'être médecin généraliste, c'est que on peut facilement reconvoquer les patients, en fait. On peut se dire: «Ben, on se revoit la semaine prochaine, on se revoit dans 15 jours, on se revoit quand vous en avez besoin» et cetera. Ça m'arrive très, très régulièrement de laisser une porte ouverte, en fait, sur, «Je suis disponible si vous avez besoin, il y a pas de souci, vous pouvez reprendre rendez-vous, je vous recevrai», là, même si nos plannings débordent comme tous les médecins, mais on arrive toujours à trouver, une petite place, on arrive toujours à, voilà, donc je pense que ça, c'est un avantage quand même. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la médecin, c'est-à-dire qu'elle lui a proposé, de la revoir, si elle le trouvait nécessaire. Concernant les arrêts spontanés de grossesse, les fausses couches, y a-t-il des choses particulières que vous mettez en place en tant que médecin généraliste afin d'accompagner vos patientes? Souvent, les femmes, quand elles ont un test urinaire positif, elles viennent nous voir pour faire le contrôle des bêta-HCG sanguins. En fonction de la date des dernières règles, on peut avoir un doute sur le taux, en fait. Donc quand c'est comme ça, on fait la cinétique, 48 heures après. Des fois, il y a simplement le contrôle de la prise de sang toutes les 48 heures qui fait que ça décroît, tout doucement et qu'on sait que la grossesse est arrêtée. Donc dans ce cas-là, effectivement, je les appelle régulièrement et je fais en sorte de les recevoir quand, vraiment je sais que la grossesse est arrêtée. J'estime que c'est important dans le sens où c'est toujours stressant de recevoir surtout une fois qu'elles ont compris le mécanisme, qu'elles ont compris que le taux doit doubler toutes les 48 heures, notamment au début de grossesse et qu'elles voient que ça double pas, c'est très anxiogène en fait de recevoir en tout cas, c'est mon ressenti, de recevoir le résultat à la prise de sang seule à la maison, et ne pas savoir trop quoi en penser. Mais sur les dossiers comme ça, je fais en sorte, si je suis pas présente, que ce soit mes associés qui vérifient la bio, enfin voilà, pour être sûre, d'avoir un suivi et pas les laisser seules, avec leurs résultats dans les mains et sans savoir quoi faire, quoi. D'autant que statistiquement, c'est courant, mais cela constitue malgré tout une épreuve pour beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des précautions de langage, par exemple, que vous prenez quand vous vous adressez à vos patientes qui vivent cela? Pour moi, sur les patientes qui font les arrêts de grossesse au premier trimestre, je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à éviter. On sait que, statistiquement, c'est une femme sur 4 qui va faire une fausse couche, dans sa vie, donc c'est quand même fréquent. On sait que les grossesses qui s'arrêtent au premier trimestre, généralement, c'est, à cause de malformations qui seraient non viables à long terme et cetera. Mais je pense pas que ce soit des choses que les patientes aient envie d'entendre, en fait, à ce moment-là. Soit parce qu'elles sont pas prêtes, alors peut-être que certaines, ça pourrait les aider en se disant: «Bah, oui, effectivement». Mais je suis pas sûre que ça soit la majorité des femmes qui ont envie d'entendre ça. Même si médicalement, on connaît, les statistiques et cetera, leurs ressentis par rapport à ces données médicales ne sont pas forcément, entendables pour elles, en tout cas, je pense. Suivre les ressentis de la patiente, savoir s'adapter à elle, c'est un exercice qui peut être difficile en fonction aussi des circonstances dans lesquelles vous apprenez en tant que médecin qu'elle vit un deuil périnatal, et peut-être encore plus quand il s'agit d'une patiente que vous connaissez peu ou pas. Écoutons maintenant les mots d'Élise, dont le bébé est décédé in utero au 3e trimestre de grossesse. Élise se rend chez sa médecin généraliste, qu'elle a vue seulement 1 ou 2 fois à l'occasion de sa grossesse. Cette fois-ci, nous sommes quelques semaines après son accouchement et Élise prend un rendez-vous pour un vaccin. Rapidement, elle se rend compte que la médecin ne sait pas ou ne se souvient pas qu'elle vit un deuil périnatal. Élise, qui est déjà stressée par cette consultation, lui annonce donc le décès de sa fille et la réaction de la médecin la heurte. Je vous laisse écouter son témoignage. Donc j'étais très stressée, au moment de la consultation. Donc elle me prend l'attention, j'avais même pas commencé à parler, ça allait très vite parce que c'était une fin de journée, elle était débordée.
là là, mais votre cœur bat très vite. Et donc là, je lui dis quoi, je lui dis, ben oui, mais voilà, vous avez probablement pas remarqué, mais du coup, bah, je suis plus enceinte. Et donc elle me dit, ah bon, d'accord, bah vous avez fait une fausse couche. Comme si du coup c'était vraiment un arrêt naturel de grossesse dans les premières semaines. Donc je minimise pas du tout la difficulté. J'ai déjà vécu ce genre de situation aussi, mais c'est pas pareil qu'une mort fœtale in utero à quasiment 35 semaines. Et donc je lui explique voilà, que notre fille est décédée in utero il y a quelques semaines et que voilà, elle est décédée quoi. Et là, je vois une absence une absence totale de réaction et une minimisation qui est assez troublante, où on me dit d'accord, oui, bon bah vous savez, ça arrive, hein, voilà, c'est comme ça. Des fois on l'explique pas. Oui, oui, d'accord, mais ça je le sais en fait. J'ai bien compris et je vis avec, mais voilà, un petit peu plus de soutien au moment ou d'avoir regardé peut-être le dossier médical avant, je sais pas. Dans la réaction de la médecin d'Élise, il y a peut-être beaucoup de gêne, de surprise, d'autant qu'elle a été prise au dépourvu à un moment qui n'était pas propice au dialogue. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être dites ou faites autrement afin d'avoir une réaction plus adaptée finalement au vécu de la patiente? Alors il y a beaucoup de choses là dans le témoignage. C'est vrai que c'est toujours plus délicat quand, c'est une patiente qu'on connaît moins parce que finalement la relation de confiance n'est pas encore tout à fait créée, donc il y a une appréhension, du côté de la patiente, mais ça peut être aussi du côté du médecin, hein. On reste humain et cetera. C'est vrai que si c'est une fin de journée, bah, on est moins concentré, on n'a peut-être pas eu le temps, si on était dans le speed de regarder tout le dossier, de revérifier. C'est peut-être plus aisé quand on reçoit l'information, quand on est en train justement de faire l'interrogatoire et cetera, plutôt que quand on est en activité, en train de prendre une tension où, bah, on doit être concentré parce qu'on écoute le cœur et cetera. Donc c'est sûr que c'est pas évident d'avoir reçu, l'information à ce moment-là. Après, c'est pas parce qu'on reçoit l'information et qu'on est un peu sonné, enfin voilà, à ce moment-là, si on pense en tout cas qu'on a mal réagi sur le coup ou pas réagi du tout d'ailleurs, peut-être qu'on peut se permettre de rebondir après ou de reproposer une consultation pour en parler par exemple après ou une consultation dédiée ou juste lui demander si elle souhaite en parler, si, enfin voilà et comment on peut l'aider aussi. Et puis, il y a le terme de fausse couche qui heurte Élise, compte tenu du terme de la grossesse auquel ce deuil est intervenu. Dans son cas, il s'agit d'une mort fœtale in utero au 3e trimestre. Bien sûr et c'est vrai que, peut-être que dans l'esprit du médecin, là, fausse couche voulait juste dire arrêt de grossesse, en fait. Mais je comprends qu'effectivement ça ait pu heurter. En tout cas dans le ressenti de la patiente, pour elle, c'était pas pareil de perdre son bébé au 1er trimestre que de perdre son bébé à quelques semaines de l'accouchement, finalement. Il faut bien, prendre en compte qu'on reste aussi des humains et que, bah, à certains moments, on va mieux réagir que d'autres sur les mauvaises nouvelles ou sur certaines consultations. Ça nous arrive régulièrement de nous dire: «Mais pourquoi j'ai dit ça à cette consultation-là?» Mais encore une fois, l'avantage en médecine générale, c'est qu'on peut revoir les patients généralement, sauf si vraiment on les a fâchés, mais sinon on peut les revoir, on peut réadapter et cetera. Ça a pu m'arriver de m'excuser sur une consultation où le patient finalement avait un mauvais ressenti sur, ce que j'ai dit, on se réexplique et cetera. Il faut savoir, je pense, rester humble aussi sur ce qu'on dit et ce qu'on peut faire. D'ailleurs, la patiente, dans ce témoignage, voit sa médecin généraliste pour un vaccin qu'elle ne pouvait pas faire lors de sa grossesse. On peut aussi imaginer un cas de figure où vous devez vous assurer que votre patiente n'est pas enceinte avant de lui faire tel ou tel vaccin, avant de lui délivrer tel ou tel médicament. Comment formuler les choses de la manière la plus douce possible? Ce que je fais, je pense, c'est que j'introduis la question, en fait. Je leur pose pas de but en blanc, «Êtes-vous enceinte?» mais je leur dis: «Je sais que la question va peut-être, être difficile, mais je dois vous la poser par rapport au vaccin. Est-ce que, vous êtes enceinte ou est-ce que vous pensez que vous pouvez être enceinte?» C'est toujours délicat, mais médicalement parlant, on doit leur poser la question, de toute façon. Le troisième témoignage que je vous propose est celui de Laetitia. Tout comme Élise, Laetitia connaît peu sa médecin généraliste au moment où on lui annonce, au cours de sa grossesse, que son bébé est gravement malade. Laetitia s'oriente alors vers une IMG, une interruption médicale de grossesse. Finalement, cette médecin est présente pour elle à différents moments, avant l'IMG, après l'accouchement,
au moment de la reprise du travail après son congé maternité. Alors, mon médecin généraliste qui est une femme, je la connais pas très bien parce que ça fait, 1 an, non 2 ans que c'est mon médecin généraliste que j'ai changé du coup de département et en fait, je vais la voir 1 semaine avant l'interruption médicale de grossesse et totalement perdue. En fait, j'atterris dans son cabinet et la première phrase que je lui dis: «Je ne sais pas pourquoi je suis là». Mais et je lui explique en fait tout ce qui m'arrive. Heu à ce moment-là, elle est très bienveillante et elle me dit: «Vous avez bien fait de venir, au contraire, parce que, on va pouvoir se revoir après, et là je peux également répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, voilà, qui vous semblent pas claires sur ce qui vous a été dit, dans la mesure de mes connaissances, bien entendu, parce que je ne suis pas spécialisée en l'interruption médicale de grossesse, mais en tout cas, je peux vous apporter des réponses». Donc en fait, on a beaucoup discuté, donc enfin beaucoup discuté, j'ai dû rester une demi-heure et donc c'était la première approche. J'y suis retournée donc 2 semaines après l'IMG et on a fait un petit point, notamment à savoir si j'arrivais à dormir, comment je me sentais, si j'avais des douleurs, parce qu'elle pouvait me prescrire, voilà, des médicaments si j'avais besoin. Heu et je l'ai revue, quelque temps plus tard, avant de reprendre le travail. Donc du coup, mon IMG a eu lieu en juin et j'ai repris le travail en octobre et avant de reprendre le travail, je suis allée la voir également pour faire un petit point et elle m'a proposé de reprendre en mi-temps thérapeutique et je ne savais pas que ça existait du tout et c'est elle qui m'a conseillé. Elle m'a dit: «Non, là, on va peut-être, reprendre, en mi-temps thérapeutique et puis on va voir comment ça se passe et vous allez revenir me voir dans 1 mois et on peut le renouveler». Enfin, elle m'a tout expliqué et ça m'a fait du bien, énormément de bien de pas reprendre à 100. C'est vrai que ça aurait été un petit peu violent. Différents aspects sont mentionnés dans le témoignage de Laetitia, notamment ce bilan qui est réalisé 2 semaines après son accouchement. La médecin prend le temps de lui poser de nombreuses questions sur son sommeil, sur la manière dont elle se sent. Anaïs Cronier, ces échanges sont importants quand on est face à une personne qui vit un deuil périnatal. Oui, bien sûr. Tous les symptômes, psychosomatiques, liés à ces deuils, sont importants à prendre en compte et effectivement, c'est quasi le même, interrogatoire qu'un syndrome dépressif et cetera. Sauf que là, on a un événement déclencheur, on va dire et effectivement, certaines vont nécessiter, plutôt un traitement pour, se relaxer et cetera. Il y en a qui veulent pas du tout, c'est chaque personne va être différente et va avoir un ressenti différent. Mais en tout cas, si elles reviennent me voir dans ce contexte-là, avec un ressenti de leur douleur, de leurs symptômes qui les gênent au quotidien, parce que finalement, on peut très bien avoir des douleurs et bien vivre avec ou avoir des douleurs très minimes, enfin qui nous paraissent très minimes et avoir un mauvais ressenti par rapport à ça parce que ça rappelle, leur vécu et cetera et dans ce cas-là, c'est vrai que je peux adresser facilement plutôt à des psychologues dans ce cas-là. Reprendre le travail pour les personnes qui traversent ce deuil est une question qui n'est pas anodine et certaines viennent vous voir car c'est une étape très douloureuse à franchir. Cela nécessite parfois que vous prescriviez un arrêt supplémentaire. Dans le témoignage de Laetitia, la médecin lui propose d'ailleurs de reprendre tout doucement à temps partiel thérapeutique. En préparant cet entretien, Anaïs Cronier, j'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui ont eu l'impression de devoir se battre auprès de leur médecin pour leur faire comprendre que c'était impossible pour elles de reprendre le travail. D'autres ne se sentaient pas vraiment légitimes à demander un arrêt après un congé maternité. Comment voyez-vous les choses de votre côté? Déjà, je pense que c'est important de leur enlever cette culpabilité. Ce qu'elles ont vécu, c'est pas juste, ça devrait arriver à personne et voilà. Oui, elles reprendront un jour parce que, je leur dis souvent qu'elles ont des ressources, insoupçonnées et qu'elles vont réussir à s'en sortir, mais que ça prendra, du temps et on prendra le temps qu'il faut. Après, c'est souvent ces patientes que je mets en arrêt, je leur donne toujours un rendez-vous ultérieur pour les revoir. Que ce soit en fonction de mon ressenti, en fonction de, si elles dorment, si elles mangent, si elles, sont vraiment dans les crises d'angoisse, dans tout ça, je vais le donner à plus ou moins court terme. Ça peut être à 1 semaine, ça peut être à 15 jours, ça peut être à 1 mois. Mais je fais toujours en sorte qu'elles aient un objectif. Alors parfois, il y en a certaines, c'est à double tranchant, il y en a certaines qui me disent: «Ça m'a stressée parce que je savais que je vous voyais et du coup, j'avais peur que vous me fassiez reprendre». Donc on a aussi voilà,
Mais après, c'est une discussion à avoir et je leur dis: Si vous n'êtes pas prête, de toute façon, vous ne pouvez pas reprendre». Et je leur dis: «Rien n'est définitif». C'est-à-dire que même si finalement vous souhaitez reprendre, on peut reprendre, que ce soit à temps partiel, ce qui me paraît une très bonne idée, ou même à temps plein. Et si ça va pas, je reste disponible derrière s'il y a besoin de vous arrêter de nouveau. Ce sera pas un souci. Il y a un autre point qui est important, le deuil périnatal ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes et plus largement les coparents, et il arrive que ces coparents, eh bien vous les voyez en consultation. J'ai à peu près tous les cas de figure. J'ai des femmes qui vont préférer venir me voir seules ou c'est des femmes que je peux suivre que pour la médecine générale ou pour que la gynéco ou pour les 2, mais qui préfèrent avoir, voilà, cette espèce de parole seule. Et il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent venir à 2. Et alors, ce que je remarque, encore une fois, c'est pas pour faire un stéréotype, mais c'est que souvent quand ils sont 2, enfin quand le couple est là, le conjoint va souvent s'effacer, en fait, et pas forcément parler de ce que lui ressent. C'est plus délicat, je trouve, que les 2 trouvent leur place et leur espace de parole. Alors, peut-être que c'est parce que finalement leur ressenti à eux, c'est que c'est elle qui souffre le plus et que, enfin voilà, celle qui était enceinte en tout cas qui souffre le plus et voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat la position du coparent. Je pense que c'est important qu'ils aient leur espace à eux, mais pas forcément sur la même consultation. Je pense que c'est intéressant de leur proposer une consultation dédiée pour eux, en fait. Peut-être qu'on oublie un peu trop de prendre en compte, le coparent et de discuter aussi avec lui, de savoir son ressenti. Donc je pense que ça me paraît important de poser la question au moins un moment dans la consultation de comment il va et est-ce qu'il souhaite, il ou elle d'ailleurs, souhaite avoir une consultation dédiée pour lui aussi. L'enjeu pour vous en tant que médecin généraliste, c'est d'être à l'écoute de vos patients, de vos patientes, mais aussi de vous sentir armé, de vous sentir en sécurité émotionnelle face aux épreuves qu'ils et elles traversent. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour pouvoir réfléchir à votre posture dans ces moments-là, pour pouvoir revenir sur ce que vous avez vécu, vous, en tant que médecin généraliste, exposé au deuil périnatal? Là où je travaille, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un groupe de pairs. Donc on se réunit une fois par mois entre médecins, entre, on va dire 4 et 10 à chaque fois, avec des spécificités, variées. C'est-à-dire, il y en a qui font de la gynéco, il y en a qui en font pas et cetera. Mais ça nous permet de revenir sur ces histoires, en fait, qui nous ont beaucoup affectés, que ce soit par rapport au deuil périnatal ou plein d'autres sujets, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça. On se pose la question: «Est-ce que finalement j'ai bien fait? Comment vous auriez fait? Comment je peux m'améliorer si ça se reproduit?» Ou si l'histoire n'est pas finie et qu'on sait qu'on va revoir la patiente, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je dois dire, pas dire? C'est important, je pense, de demander des conseils, que ce soit d'ailleurs aux autres médecins, aux autres pairs de sa profession et que ce soit aux autres professions également. Dans la maison de santé où je travaille, il y a aussi des sages-femmes, donc ça peut m'arriver régulièrement de leur poser des questions, des conseils, que ce soit, sur la grossesse, sur le suivi gynéco en tant que tel et cetera. Encore une fois, on peut pas tout connaître et notre force actuellement, je pense que c'est la pluriprofessionnalité, notamment, le fait de travailler en maison de santé, c'est un gros avantage et on est plus fort, avec toutes les professions, ça c'est sûr. Je vous dis, on reste humain et ça nous touche forcément. Forcément, on est touché, on est impacté par ces histoires. Et donc ça, c'est important de pouvoir, nous aussi, avoir des collègues ou d'autres professionnels à qui en parler et vers qui se tourner, pour non pas passer à autre chose, mais pour on va dire, rester émotionnellement apte à recevoir ces mauvaises nouvelles. Pour résumer, voici quelques éléments que vous pouvez garder en mémoire si vous êtes médecin généraliste et que l'un ou l'une de vos patientes vit un deuil périnatal. Face aux patientes qui vous annoncent l'arrêt de leur grossesse ou la perte de leur bébé, il est nécessaire d'être à l'écoute. Mais ne pas forcer la parole est tout aussi primordial. Anaïs Cronier suggère de se laisser guider par les patientes. Leur demander directement si elles souhaitent parler de cette épreuve peut vous aider à vous adapter à elles. Si un couple qui traverse un deuil périnatal vient à votre cabinet, il est courant que le coparent s'efface au profit de sa compagne qui a été enceinte. Afin que son deuil ne soit pas occulté, n'oubliez pas de vous adresser également à lui. Vous pouvez aussi lui proposer une consultation individuelle. Enfin, échanger à propos de vos pratiques avec vos collègues, qu'ils soient médecins ou sages-femmes par exemple, vous permettra de gagner en assurance face au deuil périnatal, mais aussi toutes les épreuves que traversent vos patients et vos patientes.
Comme le souligne Anaïs Cronier, ces temps d'échange aident à rester émotionnellement apte à recevoir ces mauvaises nouvelles. Un grand merci à Anaïs Cronier, médecin généraliste, pour sa participation au podcast du Chem Santé. En attendant de retrouver très prochainement de nouveaux épisodes sur le deuil périnatal avec un pharmacien puis un psychiatre, vous pouvez écouter ou réécouter les 5 premiers entretiens du podcast du Chem Santé. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patientes et des patients qui vivent un deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du Chem Santé.